Alors, vous avez vu dans le projet, dans les phases projet, l'accompagnement. Alors, Richard avait son opinion là-dessus ce matin. Peu importe comment on appelle cette démarche, d'accompagnement de conduite ou je ne sais pas. En tout cas, c'est une démarche qui doit être centrée sur l'utilisateur, effectivement. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais qu'on fasse un focus particulier. Donc, j'invite Annie Floniati de voir un consultant pour nous exposer votre approche. Voilà, la zapette est là. Est-ce que vous préférez micro-main ou... Oui, micro-main. Voilà. Merci, bonjour. Et je promets à Richard de changer de titre. Voilà. Donc moi je voulais vous parler des phases effectivement d'accompagnement. Beaucoup de choses ont été dites tout au long de la journée. On a égrené beaucoup de thèmes qui concernent la conduite du changement. Ce que je vais vous exposer, c'est ce qui me semble important à moi et là où j'ai envie de faire un focus sur des points bien précis. Donc, les enjeux de la conduite du changement. On parle de SharePoint, on parle d'outils, on parle de réseaux sociaux. On a, dans les enjeux de la conduite du changement, des points qui sont bien plus profonds, à mon avis, qui sont touchés, je crois qu'on l'a évoqué aussi aujourd'hui, les processus de l'entreprise, les processus métiers, les processus transversaux, qui aujourd'hui sont beaucoup plus touchés par la perméabilité qu'ils ne l'étaient auparavant. On a beaucoup plus de mal à fonctionner en silo qu'on ne le faisait auparavant. Donc cet élément-là est très important. Nos processus sont touchés dans les entreprises. La connaissance et les compétences. Donc là, on touche aux ressources humaines plus particulièrement. Le renforcement du collaboratif. On parle de plus en plus d'intelligence collective. Donc ce sont des éléments à prendre en compte également. Quelqu'un l'évoquait aussi ce matin. On n'a plus forcément un management qui est sachant, mais le savoir se diffuse de plus en plus facilement et rapidement dans l'entreprise. Et j'ai dû faire une bêtise avec mon... Non ? Les outils. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les blogs, les flux RSS, tous les outils qui évoluent, qui nous permettent également d'aller au-delà en termes de structure et d'organisation d'entreprise. Les outils, à mon avis, la technique est importante, mais comme ça a été répété aussi dans la journée, ça n'est pas l'essentiel dans les enjeux que nous avons par rapport au changement. Et je crois que l'essentiel touche aujourd'hui à la structure. On se rend compte qu'on fonctionne dans des organisations de plus en plus décentralisées. On parle de plus en plus d'orientation ascendante et non plus uniquement descendante. Ce matin, il a été évoqué ceux qui pensent et ceux qui font. Aujourd'hui, on est complètement en train d'évoluer. Le management a déjà passé par la phase où sa compétence technique n'était plus l'unique compétence essentielle du management. Aujourd'hui, on remet en cause de façon profonde ces structures. Et pour moi, l'enjeu du changement, il est vraiment là. Les outils, pour moi, sont à prendre comme des leviers. Alors, au fond, sur quoi porte le changement ? On a aujourd'hui, effectivement, Facebook, différents réseaux sociaux, Twitter, MySpace. Quelqu'un l'a dit également dans la journée, les réseaux sociaux existaient déjà. Ces outils techniques sont des catalyseurs, sont des facilitateurs pour pouvoir aller au-delà plus facilement, plus rapidement. Donc l'enjeu, à mon avis, n'est pas là, mais il est bien sur les aspects humains, les échanges, le collaboratif, l'intelligence collective. Et c'est là-dessus que ça porte et c'est là-dessus que les entreprises orientent leurs projets aujourd'hui. Par rapport à la conduite du changement, alors on nous dit souvent oui, mais une culture c'est difficile à changer. Oui, effectivement, on ne change pas de culture d'entreprise comme ça. C'est pas aussi facile. Si on devait temporaliser ça, en fait, les outils, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre. Donc, je peux facilement mettre en place SharePoint. Je peux facilement mettre en place des outils. Les processus et les connaissances viennent ensuite. Les échanges et les partages qui peuvent se faire par rapport à ça sont facilement supportés par les outils qu'on a aujourd'hui. En revanche, vous voyez que sur notre courbe de temporalité, la culture, c'est tout de même ce qui reste le plus difficile et le plus long à changer.
Là, j'ai pas de, j'ai pas de réponse toute faite, mais je pourrais simplement dire patience et persévérance. On ne peut pas changer une organisation comme ça du jour au lendemain. Hein. Les outils, pour moi, sont un levier, mais c'est vrai que la culture est beaucoup plus longue et plus complexe à changer. Alors le changement, pourquoi faire? Ce qu'on entend souvent dans les entreprises, c'est de dire bon, tous ces changements, mais est-ce que ça veut dire qu'avant, on n'était pas bon, on ne travaillait pas assez bien? Et c'est vrai que lorsqu'on parle de changement, d'accompagnement au changement, on a souvent des termes un peu négatifs hein, qui viennent à l'esprit, la résistance au changement, hein, les freins, hein, on a souvent ces termes-là. Le changement, en fait, est souvent perçu comme une contrainte, un passage obligé. Hein, il faut y passer, bon, ben, on va y passer. Ce qu'il faut arriver aussi à faire dans ces démarches-là, c'est de positiver, hein, c'est de montrer, c'est pas parce qu'on n'était pas bon avant, c'est parce qu'on peut aller au-delà, c'est parce qu'on peut faire mieux, c'est parce qu'on hein, peut faire autre chose. Donc dans le discours, lorsqu'on met en place des projets réseaux sociaux dans les entreprises ou autres d'ailleurs, hein, ce discours-là doit être positivé par rapport au changement et par rapport aux évolutions qu'on apporte. Pour illustrer un peu mon discours, il y a une métaphore que j'aime bien qui est celle des bâtisseurs de cathédrales. Hein. Vous avez deux personnes sur un chantier, les deux portent des cailloux et on demande au premier mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le premier dit ben, tu vois bien, je suis en train de porter des cailloux. On demande au second et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le second répond pardon, moi je construis une cathédrale. Et donc simplement, ils sont en train de faire exactement la même chose, simplement la vision qu'ils ont de ce qu'ils sont en train de faire n'est pas la même. Hein, dans un cas, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Dans le deuxième cas, j'ai une vision, et ça, c'est la vision de l'entreprise. Donc, lorsque je mets en place un réseau social ou un autre outil collaboratif, la question à se poser, c'est en termes d'enjeux, n'est pas seulement une question technique, c'est-à-dire que les collaborateurs dans l'entreprise ne doivent pas se dire voilà, c'est une lubie, on va mettre en place un réseau social parce que ça se fait partout et du coup, il faut qu'on fasse pareil. C'est vraiment d'avoir une vision et de connaître les enjeux hein, de la mise en place de ce réseau. On se rend compte aujourd'hui dans les entreprises qu'on ne s'interroge pas forcément assez sur l'alignement stratégique hein, et de savoir où on veut aller. Et sincèrement, l'outil ou l'accompagnement au changement ne sont que des moyens pour atteindre quelque chose. Et ce quelque chose, il faut le légitimer, il faut le construire. Alors toujours dans les pourquoi changer, les objectifs peuvent être tout à fait multiples. J'ai bien aimé l'exemple qui a été donné ce matin. On dit ben, l'objectif c'était de créer du lien social. Même si on arrive à mesurer les retours financiers, les retours sur investissement, l'objectif n'était pas celui-là. Donc les objectifs peuvent être multiples, échanger de l'information, introduire de la convivialité, développer les compétences, rechercher les bonnes compétences dans l'entreprise, hein. Ou bien tout ça en même temps. On peut avoir plusieurs objectifs et très variés. L'essentiel, c'est d'arriver à expliquer pourquoi hein, et où on veut aller. Alors, quel chemin parcourir? Disons que le premier thème sur lequel je souhaitais insister hein, par rapport à cet accompagnement au changement, c'est simplement de se dire, voilà, quels sont mes enjeux stratégiques, quels sont les enjeux stratégiques de l'entreprise et quelle est ma vision de l'entreprise et comment j'inscris les outils collaboratifs ou les réseaux sociaux par rapport à cette stratégie-là. C'est-à-dire que, je sais que ce n'est pas bien, hein, mais ça n'est pas l'outil que je mets en avant, l'outil n'est qu'un moyen pour arriver à autre chose. Alors, le chemin à parcourir. Pardon, je suis allée trop vite, moi. Alors, savoir au départ d'où l'on part. On a parlé beaucoup des structures en silo. C'est ce qu'on a encore beaucoup dans nos entreprises aujourd'hui. Et on se rend compte que plus la taille de l'entreprise augmente, plus ces silos risquent d'être vraiment bien délimités. Et du coup, ce fonctionnement-là génère des identités professionnelles effectivement par silo. Des territoires politiques, des enjeux de pouvoir hein, qui vont se jouer sur des dimensions bien précises. Et le risque qu'on a, c'est qu'en fait, on commence à avoir des enjeux et des objectifs par silo et on perd de vue l'objectif global de l'entreprise. Et en fait, pour moi, je dirais que cette démarche de savoir d'où l'on part est extrêmement importante parce qu'elle permet de savoir où on veut aller, comment on peut y aller. Si vous regardez l'entreprise en silo et l'entreprise en réseau, comme on la voit sur ce schéma,
on voit bien que je dirais que le chemin est très important à parcourir. Donc selon le degré de maturité, entre guillemets, de votre entreprise, vous allez prendre un chemin différent pour y arriver. Quand on a analysé le degré de maturité de l'entreprise, alors j'en parle parce qu'on est en train de travailler là-dessus, on est en train de créer de peaufiner un outil justement qui nous permet d'identifier au niveau technique, humain, organisationnel, où en est mon entreprise aujourd'hui par rapport à, je dirais, un fonctionnement 2.0. J'identifie ensuite les impacts. Les impacts vont être différents selon les populations qui vont être touchées par cette mise en place. L'effet papillon, pourquoi? Parce que simplement, un impact à un endroit peut générer des impacts à d'autres endroits. Et au démarrage, quand on commence ce type de projet, on a intérêt à bien se poser ces questions-là. Alors bien sûr, dans vos entreprises, vous savez, vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Nous, arrivant de l'extérieur, c'est vrai qu'on a toujours des moments d'immersion pour bien comprendre, pour bien saisir quelles sont les populations différentes, quels sont les degrés de maturité. Ils ne sont pas forcément les mêmes, selon l'endroit dans lequel on s'adresse à l'entreprise. Alors, ces degrés d'impact peuvent être des degrés d'impact réels ou bien perçus. Alors, j'enchaîne donc sur l'écoute du terrain qui, pour moi, est importante. Je peux identifier, moi, un impact réel. En revanche, dans mon entreprise, je crois que ça a été pas mal évoqué aujourd'hui, c'était le management intermédiaire, l'impact perçu par la mise en place de ces nouveaux outils. Alors, ce qu'on entend beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est moi, j'y comprends rien, je ne sais pas comment utiliser ces outils. Il y a quand même parfois de la fracture numérique. Je pense que vous connaissez tous dans vos entreprises des personnes qui aujourd'hui font imprimer leurs mails par leur secrétaire et ils donnent leurs réponses par écrit. Ça, on le vit encore aujourd'hui. Le management intermédiaire, mais on ne pourra plus rien contrôler. Donc ça aussi. Mais est-ce que je ne risque pas d'être jugée? Donc l'autocensure qui fait que je contribue moins. Je n'ai pas le temps. C'est un frein qu'on entend assez fréquemment. Mais après, on a comment je dois écrire. Qu'est-ce que je peux dire et comment je dois écrire? Comment est-ce que je crée une communauté? J'ai essayé d'en faire une, mais en fait, on continue à m'envoyer des mails. Comment je dois procéder? Tous ces freins-là, on les entend effectivement dans les entreprises. Et ce qui est essentiel, c'est d'analyser, d'écouter, d'aller sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Alors, on a également des outils pour pouvoir avoir des remontées d'informations par des plateformes de feedback qui nous permettent d'avoir des retours utilisateurs sur ce qui se passe. Mais c'est aussi d'y aller concrètement et de voir comment fonctionne l'outil qu'on a mis en place. Entendre les représentations. J'insiste un peu là-dessus parce que lorsqu'on est dans un projet, on est convaincu, on a envie d'y aller et on n'est pas toujours prêt à entendre ce qui se dit sur le terrain. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'impact réel et l'impact perçu. Parfois, on n'imagine pas que telle catégorie de personnes pourrait envisager telle et telle conséquence sur sa fonction. Alors, on a les deux points de vue, l'encadrement qui a peur de perdre le contrôle, ça c'est ce qu'on entend le plus fréquemment, mais ils vont passer leur vie à discuter sur la toile. L'appréhension de perte de pouvoir, l'information égale le pouvoir, on a évoqué assez longuement également. Les collaborateurs qui appréhendent l'outil pour les moins initiés. C'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin par rapport aux différences de génération. Je ne crois pas que ça soit forcément effectivement lié à l'âge, mais on a malgré tout je pense, des catégories de personnes qui ne sont pas familières de ces outils. La perception du RSE comme un nouveau gadget, d'où l'importance de l'explication de la vision de l'entreprise et la crainte de diffuser son expertise. Si je donne mon expertise, demain, moi, qu'est-ce que je deviens? Donc ces freins-là sont à entendre. En revanche, par ailleurs, on peut entendre l'encadrement qui voit ça comme un outil formidable de management. C'est un point à valoriser lorsqu'on accompagne. Valorisé par le collectif, on se rend compte que c'est une manière de pouvoir reconnaître ces coopérations, ces collaborations et le résultat qui en ressort. Les collaborateurs, on l'a dit aussi, habitués dans la sphère privée, ces outils-là ont de fortes attentes par rapport à l'entreprise et l'entreprise essaye d'y répondre.
et les opportunités d'enrichissement mutuel. C'est vrai qu'on se rend compte que la connaissance, le partage fonctionne beaucoup plus rapidement avec la mise en place des réseaux sociaux. Donc prendre en compte aussi la perception des impacts et non pas uniquement les impacts qu'on aurait pu nous analyser de façon technocratique, entre guillemets. Alors les quelques principes de mise en œuvre, l'adhésion des futurs utilisateurs. Ça a été évoqué aussi, mais dès le démarrage du projet, c'est vrai qu'on intègre donc des populations cibles, des catégories de personnes, mais en tout cas, dès le démarrage du projet, on va porter toute notre attention sur l'adhésion des personnes. Alors, je pense à une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une remutualisation de systèmes d'information, des personnes qui disaient ouais, de toute façon, on n'aimait pas travailler avec eux parce qu'ils nous imposaient les outils informatiques. C'est vrai que leur choix n'était pas mauvais. C'est vrai qu'individuellement, d'ailleurs, on a choisi la même chose. Et en fait, ça m'a fait rire parce que, au final, dans cet exemple-là, ce qui était important n'était pas le résultat, mais c'était bien la manière dont les choses avaient été faites. Et donc, dans cet accompagnement-là, je pense qu'effectivement, ce n'est pas toujours le résultat final. Bien sûr, il est important, mais la manière dont on va y aller l'est tout autant. Le climat de confiance. Alors, le climat de confiance, c'est facile à dire. La confiance, bien entendu, ce ne sont pas les outils qui vont la créer, mais je dirais que on parlait tout à l'heure de transparence, de perméabilité, ça va y contribuer. Et s'il n'y a pas de transparence au départ, ça n'est pas un outil qui va l'apporter. L'appui sur les fonctions qui existent ou des fonctions émergentes. Les community managers, on en a parlé, les référents de communauté, les animateurs, les référents locaux, donc toutes ces populations-là, les contributeurs également, et le management. Le management à qui on demande de jouer un rôle moteur et qui va impulser le reste de la démarche, qui va faire évoluer les usages. Alors, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été dit, c'est effectivement le pivot et je dirais un petit peu la pierre angulaire de la démarche. L'appropriation. Alors, une démarche graduelle. On a vu tout à l'heure, en fonction du degré de maturité de mon entreprise, je vais pouvoir y aller plus ou moins vite. Donc, lorsque je dis une démarche graduelle ou à petits pas, ça n'est pas un dogme, mais c'est vraiment en fonction du degré de maturité de votre entreprise. Et parfois, selon les unités, je pourrais aller plus ou moins vite également. Montrer les bénéfices. Là, on va faire un lien entre la vision stratégique qu'on évoquait tout à l'heure. Mais moi, utilisateur, j'ai simplement besoin que ça fonctionne correctement, que ça me facilite ma vie de tous les jours. Et c'est ça aussi que doivent apporter les nouveaux outils. Donc, c'est d'arriver à faire le lien entre ces deux dimensions-là qui sont locales et qui sont plus stratégiques. Les freins, on en a parlé, les entendre, les prendre en compte et les traiter. Mettre en place une démarche d'amélioration continue, c'est évaluer tout le temps où j'en suis par rapport à mon objectif. Quelle était ma vision au départ, et moi, au bout de 6 mois, 1 an, où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif que je m'étais fixé, analyser, réajuster, et on entre dans nos boucles d'amélioration continue. C'est un point important. La démarche, elle doit être structurante pour les collaborateurs et structurée. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de démarche projet, on parle de méthode agile également. Il faut avoir la capacité à s'adapter régulièrement. Mais il faut avoir cette ligne directrice pour que chacun puisse savoir où on va et comment on y va. Ça, c'est une petite anecdote. Si on avait eu un espace collaboratif, on aurait pu construire un pont qui en soit un vrai. Animer. Donc, animer sous différentes formes. Animer, la présence aussi est importante. Bien sûr, on a des moyens vidéo qui permettent aujourd'hui d'animer à distance, mais communiquer de façon formelle, informelle, à des moments qu'on aura déterminés au démarrage du projet, sur la base d'un plan de communication qui va évoluer et qui ne sera pas figé, évidemment. Marquer les temps forts, marquer le démarrage, marquer les avancées. À chaque fois, marquer les choses pour que ces outils-là deviennent la vie quotidienne des personnes qui vont les utiliser. Organiser des réunions thématiques. Et ce qui est important aussi dans l'accompagnement sur le terrain, on est plus dans la partie formation, c'est de faire toucher du doigt, montrer des choses. Parfois, ça peut paraître abstrait pour les personnes qui n'ont pas utilisé, mais c'est concrètement montrer et de faire toucher du doigt ce qu'on peut faire avec un réseau social d'entreprise.
Alors des exemples qui ont été mis en place dans un organisme dans lequel on intervient, ils ont mis en place une web school. En gros, on a des modules de 2 heures sur des points très pointus et très spécifiques, ce qui permet aux collaborateurs de ne pas être mobilisés trop longtemps et d'avoir des réponses très concrètes sur des points particuliers. Adapter l'accompagnement aux typologies de population. Vous n'aurez pas besoin de déployer les mêmes moyens, les mêmes outils en fonction des populations que vous aurez en face de vous et créer des kits de formation pour que l'essaimage puisse se faire en interne. Donc les 2 volets communication, formation sont effectivement des points importants dans l'accompagnement au changement. On a aujourd'hui, par rapport aux outils de formation ou de communication qui existent, des moyens ludiques et qui permettent aussi de dédramatiser je dirais, l'arrivée de ces nouveaux outils. Et ça aussi, on essaye d'en utiliser aujourd'hui le plus possible pour pouvoir faciliter l'appropriation des collaborateurs. On évoquait ce matin la participation, la contribution. Alors, on s'est rendu compte avec du recul qu'effectivement, la crainte qui était « oui, mais on va trouver tout et n'importe quoi ». C'est un peu le contraire qui se passe parce que l'autocensure est relativement forte. J'ai peur de me faire juger par mes pairs. Donc là aussi, ce qui est important, c'est de valoriser la participation et de faire se partager les expériences entre pairs, parce que c'est souvent, quelqu'un a parlé de viralité ce matin, ça porte souvent plus que des grands discours ou des grands messes dans les entreprises, et de pouvoir partager les expériences entre pairs est un moyen efficace qui facilite du moins l'appropriation des collaborateurs. Rassurer. On a pu voir tout à l'heure un certain nombre de freins, ou celui que j'évoquais tout à l'heure, on va trouver tout et n'importe quoi, c'est de co-rédiger des chartes d'utilisation et de bonnes pratiques. Co-rédaction, parce que là aussi, il est important qu'on sache jusqu'où aller dans les règles qu'on va mettre en place. Les principes de bac à sable, avec les retours d'expérience, les tests, on voit comment ça fonctionne et on revient. Les sponsors. Tout à l'heure, je dirais cet élément-là a été évoqué avec l'énumération des différents acteurs dans l'entreprise. Donc, utiliser les différentes cibles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Motiver, valoriser. Pardon. Montrer aussi à chaque fois qu'on a fait des avancées, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de marquer les moments forts, mais c'est de montrer aussi les bénéfices qu'on en a retirés. Et enfin, c'est donner envie. Je reviens un peu à mon image de départ quand on parlait est-ce que c'est parce qu'on n'était pas bon avant? C'est une façon négative de montrer les évolutions, mais c'est d'arriver à donner, je ne dis pas du rêve, mais en tout cas à montrer l'ambition vers laquelle on veut s'orienter. Alors le rôle du manager, ça a beaucoup été évoqué tout à l'heure. Effectivement, il se trouve aujourd'hui, le management intermédiaire, dans une position un peu paradoxale. On lui demande d'un côté d'avoir sa position hiérarchique, de l'autre côté on lui demande de lâcher prise. Il se retrouve un petit peu entre deux éléments et il doit réellement trouver sa posture. Effectivement, aujourd'hui, il est difficile de passer à je dirais, des organisations totalement non hiérarchiques. En tout cas, j'en ai rencontré peu dans les missions qu'on a pu faire. On fonctionne quand même beaucoup en silo et de façon très hiérarchisée. Donc, cet encadrement intermédiaire est vraiment le point central sur lequel il faut appuyer pour pouvoir accompagner à ces démarches. Les outils, alors lorsqu'on parlait de formation tout à l'heure, les outils peuvent être un levier qui va servir à faire évoluer les styles de management. Il n'y a pas très longtemps, on demandait aux managers de se former au management participatif. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé autre chose, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un management collaboratif à inventer et d'accompagner en fait cette catégorie sur cette thématique spécifique-là. Alors, il doit animer, il doit soutenir, il doit impulser, il doit définir les objectifs communs. Ce matin a été évoquée aussi la fonction du community manager. Est-ce qu'il n'y a pas là un mélange aussi des fonctions, le community manager, est-ce qu'il ne peut pas se positionner en partie sur l'encadrement?
Quelques exemples et témoignages. Alors, il y a juste deux exemples que je voudrais vous donner et ensuite des témoignages. Pour balayer tout ce que je viens de vous dire sur l'accompagnement au changement, l'IO Plaza, qui a été mis en place à la Lyonnaise des Eaux, pardon, a été mis en place sans aucune communication et sans aucune formation. Donc là, je gomme en gros tout ce que je viens de dire avant, mais en gros, c'est parce que le degré de maturité de l'entreprise était suffisamment important pour que l'adoption de l'outil se fasse de façon spontanée, et ça s'est fait de manière complètement virale, donc il n'y a pas eu besoin d'accompagnement spécifique. Donc c'est vraiment d'où je pars pour savoir où je vais et comment j'y vais. Ensuite, Simply Market, qui pour favoriser la contribution des collaborateurs, m'a proposé simplement d'utiliser des pseudos et non pas les noms réels pour pouvoir délier un peu la parole. Et il me semble que les retours ne sont pas négatifs. Quelques enseignements proposés par des managers. Dans des projets de transformation des organisations, que disent les managers sur, sur les enseignements qu'il faut tirer de projets de conduite du changement. Miser sur la confiance. C'est un apprentissage, ça ne se fait pas, c'est pas spontané comme ça. Mais en tout cas, miser sur la confiance, ça expose à des risques qu'il faut savoir accepter à un moment. S'ancrer dans le quotidien. On parlait tout à l'heure d'écoute du terrain. Je dois répondre à des demandes concrètes et répondre à des besoins concrets. Éviter le dogmatisme et garder de la souplesse. On a vu tout à l'heure, on peut dérouler des méthodologies d'accompagnement au changement et vous voyez une organisation à côté qui finalement met en place un outil sans accompagnement du tout. Donc il n'y a pas de dogme non plus en la matière. Préparer, c'est important. Être soi-même convaincu et montrer de l'enthousiasme. Là, c'était une parole de manager que je trouvais très importante parce qu'on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'implication de la direction, l'engagement de la direction dans les projets. C'est vrai que ça va faire une partie de la réussite du projet. Donc, montrer son enthousiasme et le faire partager. Donner une ambition, c'est ma vision de tout à l'heure. Quand je parlais des cailloux et de la cathédrale, c'est montrer où je veux aller. Allier la souplesse et la fermeté. À certains moments, j'ai quand même des objectifs, il faut que je puisse avancer. Je peux essayer de négocier sur les moyens, de voir comment je vais y aller, sur les délais, sur différentes choses. Donc, arriver à allier les deux. Et positiver, comme je le disais tout à l'heure, on arrête de parler du changement comme une contrainte, un cap difficile à passer, mais on peut aussi valoriser ça et en tirer tous les bénéfices et tous les enseignements, sachant que à travers les freins auxquels on est confronté, on apprend aussi énormément de choses. Conclusion. Alors je voulais ressortir des éléments qui pour moi étaient importants. C'est dans tous les cas, quelle que soit la manière dont on fonctionne, c'est de définir ensuite la gouvernance et les principes. Est-ce qu'il y a des fonctions dédiées? Est-ce qu'il y a des fonctions qui vont contrôler après coup? Enfin, comment ça va fonctionner? Ça va être différent d'une organisation à l'autre, mais en tout cas, il est important de définir ça. Appuyer les démarches, faire appuyer les démarches par la direction. Penser à la réallocation des ressources une fois que le projet est terminé. Ce sont des projets, alors, tout dépend de la taille de l'organisation, mais qui peuvent être assez lourds, qui vont mobiliser des personnes pendant toute la démarche du projet, qui vont avoir un apprentissage collectif différent. Et une fois que mon projet est terminé, qu'est-ce que j'en fais? Donc là aussi, c'est y penser déjà en cours de projet. Et définir des fonctions dédiées. Je crois que c'est à l'heure de se dire qu'on va arriver à faire avancer les choses simplement comment je pourrais dire? Souvent, les personnes nous disent, voilà, pour moi, c'est en plus de ce que je fais, et du coup, mon objectif métier va prédominer, donc du coup, j'ai moins de temps à consacrer à ma communauté ou au réseau social. C'est de se dire qu'à un moment donné, sans ressources, il est clair qu'il est difficile d'avancer. Et si je vais faire une synthèse en 5 questions de ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi on se transforme et vers quoi on veut aller. C'est vraiment là. Et je vous dis, les enjeux réels sont souvent pas assez traités. Donc c'est vraiment un élément important. D'où on part, ce qu'on voyait tout à l'heure, la maturité de l'entreprise. Comment j'y arrive? Quel est le pilotage? Comment je prends en compte les acteurs qui vont être impactés? Et enfin,
comment je progresse et quels sont les effets du changement. Comment je vois où j'ai avancé et comment les choses se mettent en place par rapport à l'objectif que je m'étais fixé au départ. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Annie. Je crois qu'on comprend bien que l'accompagnement au changement, ce n'est pas que de la formation. C'est pas seulement accompagner les utilisateurs finaux, mais aussi le management et la direction. Et également, je pense que le connais-toi toi-même, c'est important. Il faut qu'on se l'applique pour savoir dans quel type de psychologie et de culture on est dans notre entreprise pour trouver les bons moyens d'y arriver.